On peut se dire communiste en France, on ne peut pas se dire nazi, bien sûr. Le mot totalitarisme est un petit peu, disons, à côté. Tandis que le mot fascisme bénéficie, entre guillemets, d'une haine totale, globale et générale. Donc on peut l'utiliser comme injure. C'est pratique. On a un patchwork de récits idéologiques, de philosophies, de visions du monde qui sont aujourd'hui extrêmement problématiques. On a évidemment du Elon Musk, mais aussi un gars qui s'appelle Peter Thiel, qui est le fondateur de Palantir et qui cite quand même Carl Schmitt dans le texte aujourd'hui et qui est en train de faire une tournée mondiale sur la figure de l'antéchrist. L'antéchrist étant, dans son acception à lui, la possibilité que nous civils, nous citoyens, nous rien, ce serait notre velléité à leur mettre des limites, des contre-pouvoirs, une possibilité de droit de regard sur ces technologies-là. Alors, de mon point de vue, ça, ce n'est peut-être pas fasciste, mais c'est totalitaire. Aux États-Unis, l'assaut du Capitole, les polémiques sur les saluts nazis attribués à Elon Musk et Steve Bannon, les livres interdits et les projets d'annexion comme celui du Groenland ont relancé une même question. Faut-il parler de fascisme ? En France comme ailleurs, l'état de droit et la séparation des pouvoirs sont remis en cause, tandis que les populistes progressent. Ces signes d'un autoritarisme montant inquiètent. Le mot de fascisme ressurgit dans le débat public, chargé d'émotions autant que d'ambiguïté. Jadis désignant un régime précis, celui de Mussolini, avec son culte du chef, sa propagande, son expansionnisme, le fascisme est devenu une injure politique, un réflexe polémique appliqué à tout ce qui semble violent, identitaire ou intolérant. Mais que vaut encore ce terme historique dans nos sociétés contemporaines ? Est-il encore un outil d'analyse ou un mot usé par la polémique médiatique ? Le fascisme est-il de retour ? Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Chantal Delsol, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, romancière et éditorialiste, membre de l'Institut de France au sein de l'Académie des sciences morales et politiques que vous avez présidée en 2015. Professeur émérite à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, vous y avez fondé l'Institut Hannah Arendt. Vos travaux interrogent notamment la modernité, le totalitarisme et les fondements éthico-politiques de nos démocraties. Parmi vos ouvrages, on peut citer Populisme, les demeurés de l'histoire, paru en 2015, La haine du monde, totalitarisme et postmodernité, paru en 2016, et Le crépuscule de l'universel, paru en 2020. Asma Mala, bonjour. Bonjour. Vous êtes politologue et essayiste, chercheuse associée au laboratoire d'anthropologie politique de l'École des hautes études en sciences sociales. Spécialiste des enjeux de pouvoir de la tech, vous analysez la manière dont les infrastructures numériques redéfinissent la politique, la souveraineté et la démocratie. Vous êtes l'auteur de Technopolitique, Comment la technologie fait de nous des soldats, paru en 2024, et de Cyberpunk, le nouveau système totalitaire, paru en septembre 2025. Pour commencer, intéressons-nous au terme de fascisme. En effet, au-delà de la référence à l'Italie de Mussolini, les historiens ne s'accordent pas sur une définition du fascisme. Asma Mala, que mettez-vous derrière ce mot ? Alors, il n'y a pas d'accord sur la définition parce que, et d'ailleurs souvent on l'emploie au pluriel, ce sont des fascismes, parce que dans les écoles qui ont tenté, d'historiens ou de philosophes même, qui ont tenté de circonscrire ce qu'était le fascisme, on a eu en fait différentes possibilités de définition, sur lesquelles il n'y a jamais eu, au fond, de consensus. La première, peut-être dite de l'école dite restrictive, va plutôt dire que ça va être très circonscrit à un moment de l'histoire, à un temps de l'histoire, à un espace, l'Europe des années 20, et avec l'émergence du fascisme d'abord italien. Et ça, c'est l'école, disons, dite restrictive. Et puis, il y a aujourd'hui d'autres exceptions. En cours de route, il y a eu d'autres exceptions. Celle de Paxton, par exemple, qui va parler davantage de processus de fascisation que moi, je trouve intellectuellement très intéressante. Il va y avoir aussi Umberto Eco, qui lui va parler vraiment de l'essence du fascisme éternel, qui serait co-substantif à notre modernité, et j'ai presque envie de dire à notre hyper-modernité. Et de fait. Et puis, il va y avoir aussi la difficulté de saisir une doctrine stable. Contrairement à d'autres ou à des vraies idéologies, il n'y a pas de texte fondateur, il n'y a pas de très grands penseurs, et donc elle est de façon pratiquement originelle, une philosophie, une vision, mais qui est malléable,
qui s'adapte aux circonstances, qui est donc liquide. Or, qu'est-ce que notre époque aujourd'hui? Que, en fait, une somme de flux liquides. Et donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que, en gros, et pour conclure sur peut-être cet état des lieux, que je propose en tout cas, en fonction de ce que vous avez envie de raconter de l'état du monde actuellement, on peut prendre la lecture du processus, Paxton, la lecture de l'essence, Eco, ou la lecture purement et strictement historique, c'est-à-dire immuable, de Gentile, etc. Et toujours est-il que, ce qui est intéressant dans notre époque à nous, ce n'est pas du tout, et là je le dis d'emblée, ce n'est pas du tout de faire un parallèle historique qui serait, je crois, de courte vue et pas très rigoureux, en réalité, même d'un point de vue méthodologique, mais de comprendre qu'est-ce que notre époque crée comme, disons, processus à la fois inédit, mais qui peut rappeler des codes, des signaux, des signes du fascisme historique. Et toute notre, peut-être, difficulté, mais aussi le côté très enthousiasmant, intellectuellement, paradoxalement de l'époque, c'est de comprendre l'hybridation, en fait, de ce qui pourrait rappeler quelque chose des années 20 et qui n'a plus rien à voir avec la question de la technique, qui a à voir avec, en fait, des marqueurs d'anxiété civilisationnelle, de fatigue démocratique, vous l'avez évoqué, de crises diverses et variées, de peur viscérale du déclassement, de populations qui aujourd'hui sont en effet arrivées probablement à bout de souffle et par probablement 40 ans d'errement, on va dire, politique, ou en tout cas de non-écoute ou de non-compréhension de cette colère ou de cette peur qui est devenue ensuite colère et qui a évidemment été récupérée. La question des technologies, ou ce que j'appelle moi les technologies de masse, que sont les réseaux sociaux, crée aujourd'hui des milieux de pouvoir qui facilitent ce processus de fascisation, mais qui ne le dupliquent pas exactement. Dans le fascisme, qui n'est toujours pas d'ailleurs un totalitarisme du reste, vous aviez quand même les enjeux de propagande de masse. Alors, il y a un paradoxe avec notre époque, puisque les réseaux sociaux ont pour habitude, dit-on, de polariser. Donc, il y a déjà là un premier hiatus qu'on pourrait creuser. Et pourtant, ça génère exactement les mêmes phénomènes d'hystérisation, de haine, de rejet, et en fait, d'absence totale d'approche de ce qui est l'altérité. D'une part, parce que vous êtes seul derrière votre écran, que vous êtes matraqué cognitivement par des contenus de personnalités du type Trump, Musk, ou en Europe aussi, on a exactement leur copycat, leur double, ce qui leur font d'ailleurs allégeance dans une incohérence politique qu'il faudrait un jour résoudre. Et donc on a à la fois ceux qui vont, les producteurs de contenu, le spectacle, et les réseaux qui structurent ces nouveaux embrigadements d'une certaine façon, mais qui restent très différents de ce qu'on a pu voir au XXe siècle. Merci. Et vous, Chantal Delsol, qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme de fascisme au regard de cette perspective historique ? Je suis plutôt portée à réduire le fascisme à sa connotation historique, c'est-à-dire le fascisme stricto sensu. J'ai compris d'ailleurs qu'on n'est pas très loin là-dessus. Bien sûr, il y a un fascisme lato sensu qui va jusqu'à devenir une injure. Mais pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça rappelle d'ailleurs l'histoire de la tyrannie grecque sur laquelle j'avais travaillé à une époque, où la tyrannie devient finalement un mot qu'on peut appliquer à tout le monde. Et vous avez la ménagère avec son poireau sous le bras qui, dans Aristophane, va dire à son voisin qu'il est un tyran parce qu'il lui a pas laissé la place. Donc, ça devient finalement une injure. Et le fascisme, c'est devenu ça aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu dommage parce que le fascisme, c'est quelque chose de très précis. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le régime de Mussolini au départ, avec une signification bien claire qui vient du latin, en fait. Et même à l'époque où il y a des fascismes,
j'appellerais ça plutôt défascisme-corporatisme. Et je pense qu'il y a vraiment une différence aussi, même s'il s'agit toujours de dictature ou d'autocratie, entre Mussolini et Salazar, voire même entre Mussolini et Franco, entre Mussolini et Tizot. Il y a une floraison de fascisme-corporatisme à cette époque. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec cette signification-là. Vous avez raison de dire que c'est un régime, en fait, qui est occidental, qui vient contre la démocratie. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont les adversaires du fascisme qui parlent du fascisme, bien souvent. Pas toujours, mais bien souvent. Et on peut pas associer le fascisme avec tous les régimes extérieurs à l'Europe. C'est pas un hasard si le fascisme est un régime qui vient en Europe contre la démocratie, parce que ailleurs il y a d'autres formes d'autocratie. D'ailleurs, ailleurs il n'y a que des autocraties, puisque la démocratie j'entends la démocratie moderne, la démocratie ancienne c'est autre chose, mais est un régime purement occidental. Ailleurs il n'y a que des despotismes. Je pense qu'on peut appeler ça des despotismes, des autocraties, et il faut encore ne pas confondre le fascisme avec le totalitarisme. Je trouve horrible lorsque mes contemporains commencent à dire que nous vivons dans un totalitarisme mou. Je n'aime pas qu'on utilise ce mot n'importe comment. Le totalitarisme, c'est le fascisme et le communisme. Pour moi, c'est rien d'autre que ça. Donc, oui, le fascisme, finalement, c'est très, très circonscrit. Cela dit, il me semble qu'aujourd'hui, il y a une tentation de l'autocratie ou de la dictature. Le mot dictature étant encore un mot très connoté, puisqu'il s'agit de la dictature romaine. C'est quelque chose de très spécial. Hein. Il s'agit d'un pouvoir fort qui est réduit dans le temps. Donc, je dirais d'autocratie. Il y a une tentation d'autocratie aujourd'hui, qui me paraît extrêmement claire. Chez les peuples, ça se voit dans les sondages. C'est affolant de voir que, je crois, 40% des jeunes disent que finalement la démocratie, c'est pas forcément génial. On pourrait peut-être s'en passer. Ça, c'est terrifiant. Et chez les élites, où je constate, quand on discute avec nos élites, avec nos gouvernants, un peu en privé, ils vous disent qu'ils attendent un consulat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils attendent une autocratie, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que, bon, du côté des peuples, parce que, comme vous venez de le dire à juste titre, ils se sentent déclassés, affolés, etc. Tout ce qu'on pourrait décrire plus avant. Et puis chez les élites, parce que les élites se rendent très bien compte que il faudrait, je parle de la France ici, des réformes extrêmement profondes, et que pour nos gouvernants, à commencer par notre président, il faudrait du courage, et pour nos gouvernants, le courage se réduit à un discours sur le courage. Donc, en fait, il n'y a pas de courage. Donc, ceci pousse nos élites à attendre tranquillement, assis par terre, un consulat. Et ça, je pense que tout ça nous mène vers une autocratie pour demain, ce que je ne souhaite pas. Hein. J'aimerais mieux qu'on ait des gouvernants armés de vrai courage, pas d'un discours sur le courage, de vrai courage, pour faire des réformes réelles dont nous avons besoin. Mais tout ça se mélange et s'additionne, et je pense que c'est pas très optimiste. Vous avez évoqué le fait que le fascisme revient comme une injure. Vous avez beaucoup travaillé sur la mémoire des régimes totalitaires et sur nos représentations collectives. Donc pourquoi c'est ce mot de fascisme qu'on entend aujourd'hui plutôt qu'un autre ? Mais parce que dans les totalitarismes, il y a le communisme, et le communisme continue à bénéficier d'une aura extraordinaire. On peut se dire communiste en France, on peut pas se dire nazi, bien sûr. Donc, le mot totalitarisme est un petit peu, disons, à côté. Tandis que le mot fascisme bénéficie, entre guillemets, d'une haine totale, globale et générale. Donc, on peut l'utiliser comme injure. C'est pratique. Et certains historiens, comme Yoann Chapoutot, soulignent qu'il existe une continuité idéologique entre le fascisme du XXe siècle et certaines formations d'extrême droite actuelles. À ce moment-là, selon vous, faut-il vraiment parler du retour du fascisme ou nous a-t-il jamais vraiment quittés ? Alors, sur la question juste de totalitarisme versus fascisme, oui, ce sont deux concepts, disons, à distinguer, ou en tout cas, si on est dans la lecture arendtienne des choses. Cela dit, c'est le couplage, on va dire, du fascisme et du communisme, mais c'est aussi le couplage du fascisme et du nazisme.
Et il n'y a pas eu exactement, dans notre mémoire collective, enfin, il y a quand même un trauma énorme qui va advenir, qui s'appelle la Shoah, l'Holocauste dans les années 30, qui a été particulièrement, disons, traumatique. Donc ça, je laisse ça de côté. Après, sur est-ce qu'il y a aujourd'hui des marqueurs, de façon très objective, qui rappellent les marqueurs du fascisme historique, on va appeler ça comme ça, ou des fascismes historiques? Oui et non. Oui, dans le sens où on a quand même aujourd'hui développé un mécanisme, disons, métacapitalistique, hyper moderne, peu importe le mot qu'on accole derrière, qui génère de façon régulière les mêmes mots dans la société ou dans nos sociétés. Donc on va retrouver, tout à l'heure on l'évoquait rapidement, mais je crois que pour nous et pour notre époque, le démarrage, puisqu'aujourd'hui c'est d'abord les États-Unis qui sont une espèce de terrain d'expérimentation qui par capillarité va accélérer les mouvements probablement chez nous, puisque nous avons fait, puisque c'est notre principal allié aujourd'hui, et qui nous a déclaré une bataille ou une guerre idéologique, mais ça commence en 2008, c'est la crise des subprimes. Et encore avant, historiquement, c'est en fait toute la promesse de la mondialisation heureuse qui était ponctuée de la fin de l'histoire de Fukuyama et qui en réalité n'a pas été ni tout à fait globale, ni tout à fait heureuse. On a eu au contraire l'émergence de puissances qui se sont en réalité, qui ont commencé à construire un dispositif, disons, concurrent de la première puissance mondiale. La Chine, d'abord, autour de laquelle se jouent aujourd'hui les rivalités géostratégiques, notamment cristallisées autour de la question technologique et de l'intelligence artificielle, et puis aussi des puissances régionales avec des enjeux de restauration de leur empire. Je peux parler de la Russie, mais d'autres. Et donc, on est dans ce moment. Puis après, il y a eu la crise du Covid, et puis après, il y a eu la guerre d'Ukraine, qui fait que, globalement, on se retrouve dans ce moment un peu d'effondrement du commun et de ce qui faisait qu'on arrivait encore bon an mal an à fonctionner ensemble. Augmenté, amplifié, évidemment, par les technologies ou les hypertechnologies, les réseaux sociaux, augmentés des IA, etc. Et on le voit particulièrement dans ce qu'on appelle aujourd'hui en termes de doctrine militaire, les guerres informationnelles, dans leur étape d'après, les guerres cognitives, etc., avec une énorme problématique, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des infrastructures attentionnelles, émotionnelles, cognitives, mais qui sont privées et qui sont aux mains de quelques-uns qui, aujourd'hui, ont des idéologies, enfin, des patchworks d'idéologie, ou plus exactement des récits, parce que ça fait toujours pas idéologie, cela dit, mais on n'est pas à l'abri qu'ils arrivent à construire un vrai système de pensée, mais en tout cas, on a un patchwork de récits idéologiques, de philosophies, de visions du monde qui sont aujourd'hui extrêmement problématiques. On a évidemment du Elon Musk, mais aussi un gars qui s'appelle Peter Thiel, qui est le fondateur de Palantir et qui cite quand même Carl Schmitt dans le texte, aujourd'hui, et qui est en train de faire une tournée mondiale sur la figure de l'antéchrist. L'antéchrist étant, dans son acception à lui, la possibilité que nous civils, nous citoyens, nous rien, gens de rien dans leur vision du monde, ce serait notre velléité à leur mettre des limites, des contre-pouvoirs, une possibilité de droit de regard sur ces technologies-là. Alors, de mon point de vue, ça, ce n'est peut-être pas fasciste, mais c'est totalitaire. Ce sont des technologies aujourd'hui totales, avec une ambition totalisante, et si on n'y prend pas garde, oui, une vraie dimension totalitaire, puisqu'elles ont accès direct à notre intime, et avec la promesse, d'ailleurs, de façonner l'homme nouveau. Ah, c'est pas celui des années 20, mais c'est toujours un rapport à la modernité qui est un tout petit peu toxique. Et donc, c'est l'homme augmenté, c'est les implants cérébraux, c'est la civilisation multiplanétaire, c'est toutes les idéologies aujourd'hui autour de la Silicon Valley, de l'accélérationnisme, du transhumanisme, etc. Donc, ça pose quand même une matinée de xénophobie, de rejet de l'autre. Aujourd'hui, aux États-Unis, on a quand même la rhétorique de l'ennemi intérieur qui a saturé l'espace public, où tout d'un coup, nous ne serions plus des adversaires à combattre, avec lesquels débattre, mais un ennemi à détruire. C'est pas la même chose. Donc les marqueurs aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue vraiment, disons, pseudo-politique, l'appareil d'État américain,
On va dire c'est comme ça rapidement, c'est-à-dire la sphère MAGA, Make America, le Trumpisme d'une certaine façon, avec aussi les idéologues qui sont autour de Trump, comme un Stephen Miller, aujourd'hui, oui, ont des marqueurs, ils miment, on va dire, c'est du mimétisme de code. C'est le culte de la personnalité quand même, beaucoup. Quand on regarde les communications de Trump et de la Maison-Blanche sur les réseaux sociaux, c'est une communication qui est extrêmement problématique, très viriliste, masculiniste, xénophobe. On a la rhétorique de l'ennemi intérieur, on a un discours nationaliste, on a quand même les enjeux de restauration de l'Empire américain, Make America Great Again. Ce qui est intéressant dans le slogan, c'est le « again ». C'est tout le discours ultra-conservateur, mais qui est très intéressant parce qu'il la colle dans son alliance au démarrage avec Elon Musk, il va la coller sur un discours aussi futuriste. Donc c'est le rétrofuturisme qui est très intéressant dans ce côté un peu disons, hybride, hein, ce patchwork hybride, puisque l'un va rassurer sur le passé quand l'autre va projeter vers l'avenir, donc c'est la conquête de Mars, etc. Ce qui fera faire d'ailleurs à Donald Trump un discours pendant sa campagne sur la conquête de Mars, mimé d'ailleurs, non pas du tout sur l'Europe, qui n'est absolument pas du tout dans sa mémoire. Il n'a aucun imaginaire, lui, quand il fait ça. Il ne se réfère pas du tout à Mussolini. Hein. Les référents de Donald Trump, c'est davantage le Gilded Age, c'est McKinley, c'est Reagan, beaucoup. Et il va quand même mimer plus ou moins dans l'intention, le discours de 1961 de Kennedy sur « We go to the moon ». Et là, c'est « We go to Mars ». Donc, certains marqueurs sont là, d'autres ne sont pas là. Nous n'avons pas aujourd'hui de parti unique aux États-Unis, ni d'ailleurs en Europe en tout cas de l'Ouest. On n'a pas de milice au sens de répression physique de masse dans les rues. Il y a eu des manifestations aux États-Unis sur le No King il y a quelques semaines qui n'ont pas été massivement réprimées. Pourtant, on a quand même une militarisation de l'espace public. On a aujourd'hui la constitution d'unités spéciales, ICE, la garde nationale, etc., qui ont pour objectif de faire disparaître quand même des gens sous prétexte qu'ils sont étrangers, illégaux, mais dans une zone particulièrement allégale, et ça c'est un peu la manie quand même hein, des États-Unis, c'est de contourner sans être frontalement anti-légal, mais de jouer avec les zones grises du droit américain. Donc, il y a des marqueurs, il y a des points de différence, pour l'instant en tout cas, et c'est ça qui est intéressant dans la grille de Paxton, quand il parle de processus, c'est-à-dire que c'est aussi amené à évoluer dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Hein. On commence à avoir une énorme campagne aujourd'hui aux États-Unis par Bannon, etc., qui explique qu'en 2028, c'est Trump qui sera de nouveau président, et ça c'est absolument anticonstitutionnel. Nous verrons ce que Trump fera avec ça, et jusqu'où il ira. Et en même temps, vous avez aussi des contre-récits. La Californie avec Newsom. Aujourd'hui, à New York, on a un nouveau maire qui est l'antithèse du Trumpisme et qui lui oppose un vrai contre-récit, qui d'ailleurs ne tape pas du tout sur Trump, mais qui porte un discours beaucoup plus positif auprès des populations, en tout cas new-yorkaises, et qui a gagné, et qui est une espèce d'antithèse totale. Donc, il y a une limite au parallèle historique. Moi, je développe dans mon livre, en tout cas, le concept de fascisme simulacre pour parler du Trumpisme et non pas du tout des technos qui sont pour moi, eux, dans une vraie dimension totalitaire. Mais il y a un simulacre, c'est-à-dire la réalité est absorbée dans les flux permanents. Une espèce de liquidité, c'est une liquéfaction, disons, du fascisme, qui fait que même les hommes forts ne sont en réalité pas forts du tout. Trump n'est pas si fort que ça. C'est de la posture de l'autoritarisme, plus que l'autoritarisme en soi. Moi, je ne parlerai pas de totalitarisme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le totalitarisme, c'est quelque chose de très précis, comme le fascisme d'ailleurs. Totalitarisme, c'est vraiment le régime dans lequel on peut venir vous chercher à l'heure du laitier pour vous emmener pour 25 ans de goulag sans jugement. C'est quand même quelque chose de très dur, décrit par Patochka, par Solzhenitsyn. J'irai pas jusqu'à utiliser ce mot-là, mais je comprends bien ce que vous voulez dire. Je voulais juste parler des causes de tout ça, parce que
Ce qui est intéressant avec les fascismes, que j'appellerais fascisme-corporatisme des années 30, c'est qu'il s'agissait toujours, on le voit dans les rares textes qui sont des textes de défense de ces régimes, il y en a quand même, hein, il s'agissait toujours de lutter contre ce qu'appelaient ces gens les excès de la modernité. Hein. Et c'était des gens qui étaient affolés par... alors à l'époque, la modernité, c'était la démocratie, bien souvent. Hein, Libéral. Le libéralisme, bien sûr. Tout ce qui avait été décrit par l'Église catholique dans l'encyclique de la fin du 19e, comme des choses à éviter, donc le libéralisme, la démocratie, etc., la facilité des mœurs, enfin toutes ces choses-là. Et ça a été à cette époque un réflexe contre ça, qui a donné ce qu'on a vu, c'est-à-dire en fait des dictatures. Hein. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est à mon avis la suite de ça. Je ne suis pas en train de légitimer. Hein. On se trouve, moi ça me fait un peu rire quand je vois un certain nombre d'analystes qui disent on assiste au retour des empires. On n'assiste pas vraiment au retour des empires, simplement c'est l'empire occidental culturel, puisque l'empire de conquête il s'est arrêté il y a déjà 50 ans. C'est l'empire culturel occidental qui s'effondre. Et donc, qu'il y a d'autres empires qui apparaissent autour, c'est parfaitement naturel. Hein. Alors, devant cet effondrement qui est véritablement quelque chose de très fort et de très affreux dans la tête des Occidentaux, il y a plusieurs réactions possibles. Et en fait, c'est la diversité des réactions qui nous permet, je crois, d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Parce qu'au fond, l'Occident est constitué par 3 zones. La vieille Europe, dans laquelle nous sommes, l'Amérique, surtout l'Amérique du Nord, mais l'Amérique du Sud aussi d'ailleurs, et puis la Russie, qui fait partie quand même de l'Occident, puisque la Russie est orthodoxe, elle est un peu différente. Et on voit que devant cet effondrement culturel, parce que moi j'appelle ça comme ça, je vois des régimes comme le régime chinois qui disent « mais non, nous on n'est pas sur... On vous suit plus, on n'a pas envie d'être démocrate, etc. » Devant cet effondrement, vous avez la vieille Europe qui dit « bah oui, notre temps historique est fini, voilà. On va peut-être être envahi par des musulmans, mais après tout c'est comme ça, et voilà. Bon, alors peut-être certains le regrettent, mais enfin c'est comme ça. Et puis vous avez des deux côtés, du côté américain et du côté russe, des gens qui acceptent pas, des régimes qui acceptent pas ça et qui vont se rebeller d'une façon violente. Hein. Et vous avez pu remarquer comme moi, vous venez d'en parler avec Peter Thiel, que vous voyez le catéchone réapparaître aussi bien en Amérique qu'en Russie. C'est quand même étrange. Chez Peter Thiel, vous voyez une théorie du catéchone, et chez Poutine aussi. Et donc, comme vous savez, donc le catéchone, c'est le défenseur de la chrétienté. Chez Paul, toutes les théories évangéliques et post-évangéliques, on le retrouve chez un certain nombre. Alors, on voit effectivement 2 régimes qui se raidissent, qui se durcissent, qui deviennent en fait des dictatures, hein, plus ou moins. Vous venez de décrire Trump, je vous suis. Hein, ce sont des dictatures, aussi bien Poutine que Trump. Alors, Poutine plus que Trump, parce que chez Poutine, il y a une tradition comme ça, hein, qui sont, encore une fois, pour la 2e fois en fait, en un siècle, des réactions contre la chute de l'empire culturel occidental. Alors, bon, comment est-ce qu'on prend parti là-devant ? Moi, je suis une Européenne, je n'ai pas du tout envie de créer une dictature pour défendre l'empire culturel occidental, vous voyez ce que je veux dire ? Mais c'est comme ça que je vois les choses, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Sur la question des empires, c'est intéressant parce que je ne l'ai pas lu comme ça. Alors, sur la question de l'effondrement, disons, civil, cette insécurité, je sais pas comment, tous les 4 matins, il y a un monde culturel, etc. Je pense que c'est trop facile. Et ça, c'est particulièrement d'ailleurs vrai aux États-Unis, mais aussi d'ailleurs en Europe, disons, dans la vieille Europe. Ce sont des régions de brassage, de migrants, etc. Donc le problème, c'est pas du tout l'étranger, le problème, c'est l'islam. Et je crois que c'est un récit, avant tout. C'est le nouveau bouc émissaire pour en fait fédérer et aider à l'émergence, en effet, de dictatures, ou en tout cas de régimes autoritaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que nous avons toujours besoin, dans les moments d'effondrement et de crise, de l'ennemi contre lequel on va s'acharner.
Et je trouve ça à déconstruire quand même pour retrouver un tout petit peu de paix et de possibilité de créer du commun. Les Français aujourd'hui qui sont de 3e ou de 4e génération, ce sont d'abord des Français. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'on va construire quelque chose si en permanence on est en train de stigmatiser des gens. Et je le dis avec d'autant plus de sérénité que moi, je suis une expatriée en France. Donc, j'ai vraiment... je parle de façon extrêmement neutre et lointaine de ces sujets-là. Donc, ça, c'est très important quand même. Moi, je suis toujours très gênée de la violence, de la haine et des généralités. C'est-à-dire essentialiser, réifier l'autre est un énorme problème. Et est un problème, c'est un problème de vivre ensemble, c'est un problème d'empathie, c'est un problème de Eros et de Thanatos. Et c'est un problème parce que ça fait non pas des autres des monstres, mais ça fait de nous des monstres. Et ça a toujours été l'autoroute vers le pire. Donc, je préfère quand même le dire parce que c'est toujours les chiffons rouges qui sont comme ça brandis pour faire passer des pilules qui sont beaucoup plus puantes. On va dire ça comme ça. Et par ailleurs, moi, j'ai un autre problème qui est celui de l'injustice. Moi, je n'aime pas du tout quand on s'acharne sur des gens qui n'ont pas les moyens de se défendre. Ça, c'est quelque chose qui m'est extrêmement épidermique. Ce sont souvent des populations, à l'échelle de l'histoire, j'entends, qui n'ont pas forcément les mêmes niveaux, les mêmes élites, les mêmes possibilités de contre-récits, les mêmes possibilités de présenter une autre chose du monde, autre chose d'eux-mêmes. Et donc, on parle toujours pour eux. Et ça, ce n'est pas normal. Et un intellectuel dans la cité doit pouvoir aussi faire, avant de faire de l'idéologie, poser les récits, tous les récits disponibles, et les déconstruire un à un. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de déconstruire le récit, et davantage, et surtout, et d'abord, les récits qui sont problématiques. Donc ça, c'est quand même une première chose. Après, sur la question des empires, moi, je n'aurais pas mis la Russie dans le camp occidental, pas récemment en tout cas. Et l'empire occidental, je crois, dont on parle, c'est en fait les États-Unis. Ce n'est pas l'Europe. Je crois que l'Europe, depuis, disons, la deuxième moitié du XXe siècle, par son histoire d'ailleurs, et par ce qu'elle a fait de sa première partie du XXe siècle, elle a commencé finalement à n'être que l'allié des États-Unis. Mais l'empire réel du XXe siècle était les États-Unis. Comme gendarme du monde, comme hyperpuissance, comme superpuissance, etc. Et ce qui se joue dans le camp occidental, en fait, la question politique sur l'Occident, c'est est-ce que l'Occident est soluble dans les États-Unis? Et pour l'instant, la réponse est plutôt oui. Par le marché, par la consommation, par toutes les technologies qu'on a importées et qu'on mange de façon totalement non distanciée et non critique, malgré tous les débats, les livres qu'on a fait sur les réseaux sociaux, sur les IA, enfin, tout a été fait globalement pour qu'il y ait cette prise de conscience, qu'aujourd'hui, la question de l'empire ne passait pas du tout par l'expansionnisme territorial, a priori, au sens traditionnel du terme, mais que les vassalisations se jouaient de façon invisible par les systèmes d'information, par les outils, par les devices. Ce sont des visions du monde qui sont aujourd'hui encapsulées, et ce sont des mondes où il n'y a plus d'extérieur. Vous êtes enfermé dans une interface qui vous raconte globalement quelque chose, qui n'est absolument pas neutre et qui est aujourd'hui au service de la puissance, soit américaine, soit chinoise du reste. Et donc, moi, je suis plutôt de l'école qui parle du retour des empires, non pas qu'ils n'étaient pas là avant ou que c'était un peu laissé de côté, mais parce qu'en fait, il y a une reconfiguration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un empire chinois qui explique qu'en effet, il n'y a aucune raison de suivre l'ordre américain, en termes de normes, en termes de standards, en termes d'institutions internationales, etc. Donc, et qui vient chahuter, qui vient percuter l'Empire américain et qui vient en fait
lui prendre potentiellement la place. Et donc la question qui va nous occuper, je crois, puis qui est très simple en fait, c'est qui va façonner le prochain ordre mondial. Et aujourd'hui, dans les starting blocks, on en a deux, États-Unis et Chine. Et la chose, pas du tout évidemment l'Europe, ni d'une certaine façon le reste du monde. Et puis après, autour de ça, autour de ces deux polarités, nous avons d'autres puissances régionales qui ont des velléités à exister. Ça peut être d'ailleurs du reste l'Inde, la Russie, la Turquie, etc. Et qui vont avoir d'ailleurs des diplomaties et des stratégies géopolitiques beaucoup plus liquides. C'est beaucoup plus opportuniste, c'est-à-dire en fonction de l'intérêt, en fonction du sujet, elles vont plutôt se mettre ensemble ou plutôt pas, etc. Et ça, c'est très visible sur les questions technologiques. C'est très intéressant de l'IA comme proxy de ces nouvelles diplomaties et de ces nouvelles, disons, micro-alliances. Donc, sur la question américaine, il y a aujourd'hui, et ça c'est tous les travaux de Paul Kennedy, 1987, il y a la question en effet d'un empire qui est arrivé à son apogée et qui, par sa pente pratiquement naturelle, va commencer à décroître, à décliner. Et dans le symptôme, un des symptômes du déclin, c'est la question du coût d'entretien d'un empire. Un empire coûte très cher à entretenir. C'est-à-dire que vous devez payer la sécurité internationale, mais aussi être dans toutes les institutions et donc ériger la norme et y participer et vous assurer de la paix ou des conflits, etc. Donc tout ça coûte extrêmement cher. Et toute la rhétorique aujourd'hui de Donald Trump, si on oublie le commentaire de l'anecdote et on s'en tient simplement à une lecture, disons, de l'Empire, quand il parle de l'OTAN, quand il, disons, pousse l'Europe à payer pour elle-même d'une façon ou d'une autre, c'est aussi une stratégie, et qui serait très logique d'ailleurs avec sa pensée à lui en tout cas, et sa personnalité, qui serait une logique de rationalisation des coûts de l'Empire. Il rationalise quelque chose qui commence à lui coûter très cher, d'autant que par ailleurs, les fondamentaux de l'économie américaine sont aujourd'hui en effet au moins à rééquilibrer. Et donc, d'une part, il est en train de rationaliser ses coûts, parce qu'il comprend qu'en face, il a la Chine qui est en train de le challenger. Et puis, d'autre part, il a tout l'enjeu de réindustrialisation de son empire. C'est tous les appels à ces gigafactories, à ces méga-corporations technologiques pour réinvestir. Simplement, en fait, il rebâtit ou il tente de rebâtir et de restaurer quelque chose. Ce faisant, il considère, et les États-Unis, depuis Obama en réalité, considèrent l'Europe comme epsilon. Nous sommes aujourd'hui une zone d'influence à vassaliser. La priorité aujourd'hui des États-Unis dans ce nouveau paysage géopolitique, c'est la stratégie pivot de Hillary Clinton qui va être édictée sous Obama par Clinton, qui est la stratégie pivot, c'est la stratégie du containment de la Chine. Avec de façon variable d'ailleurs la question de Taïwan, selon les sensibilités des uns et des autres. Obama et Biden étaient très pro, disons, Taïwan, là où Trump ne prononce jamais ce mot-là. Donc ça, c'est aujourd'hui les nouvelles rivalités. Et en effet, dans ce paysage-là, l'Europe aujourd'hui se positionne comme étant totalement soluble dans les États-Unis, parce que le rapport de force est extrêmement asymétrique, parce que J.D. Vance a donné un discours en février 25 à Munich qui déclare la guerre idéologique ou une forme de bataille culturelle contre l'Europe dite faible, parce que ce serait une Europe qui aurait ses propres règles. Donc le cheval de Troie, c'est quand même de casser toutes nos possibilités de réglementation pour exister par nous-mêmes, pour faire respecter nos règles, nos valeurs, notre identité au sein de nos frontières, puisque l'enjeu est quand même de ne pas perdre trop de temps avec nous pour s'occuper de ce qui est pour eux aujourd'hui essentiel, c'est-à-dire la Chine. Donc c'est plutôt moi comme ça que je lis la question des empires. Ce ne sont pas des empires au sens territoriaux, encore que. Quand Trump va arriver, très vite, une des premières choses qu'il va dire, c'est quand même le Groenland, c'est de renommer le golfe du Mexique, etc. Il y a quand même une forme de simulacre, là encore, d'expansionnisme. Et puis, sur la question quand même ukrainienne, qui va très vite vouloir trader, donc négocier son aide contre l'accès aux terres rares. Et qui, d'un point de vue, disons, de la dignité des mémoires et des peuples, que j'ai trouvé, moi, en tout cas à titre personnel, extrêmement indécent. Parce que vous profitez de la faiblesse d'un peuple pour lui troquer, en fait, sa souveraineté. C'est ça, quand même, les États-Unis.
d'aujourd'hui, de 2025. Donc voilà ce qui est en train de se jouer. L'Europe aujourd'hui est une zone d'influence à gérer rapidement parce qu'on n'aurait pas trop de temps à perdre avec nous puisque nous ne sommes pour eux que ça, un marché de consommateurs. Et il ne faudrait pas que nos réglementations empêchent la puissance financière qui irait directement à leurs géants technologiques qui sont aujourd'hui absolument pas du tout des entreprises privées, qui sont des unités politiques au sens de vraiment de Raymond Aron du terme. Ce sont des unités politiques, ce sont des goulots d'étranglement géostratégiques au service de la puissance américaine. Et aujourd'hui, la puissance américaine, tout comme d'ailleurs la puissance chinoise, tient sa puissance par et pour ces acteurs technologiques gigantesques. Donc il y a bien une dimension impériale, mais qui passe aujourd'hui par la question technologique. Oui, il y a une dimension impériale, c'est évident. Ils veulent garder l'Empire. Absolument. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous avons abandonné l'Empire. Nous trouvons ça à la limite normale d'abandonner un empire, mais eux, non. Mais là, en fait, je comprends très bien. Vous taclez les Américains en disant on se comporte pas comme ça avec les gens, mais la vie internationale, c'est pas une promenade de campagne. Hein. C'est la force. C'est pas la loi. C'est nous qui avons cru pendant longtemps qu'on allait instaurer la paix universelle, la démocratie éternelle, etc. Mais ça marche pas du tout comme ça. Les choses, remplacer la guerre par la police, mais ça marche pas du tout comme ça. C'est nous qui avons été des naïfs complets. Alors, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Je suis pas. Je trouve assez bizarre que vous disiez que l'Europe est soluble dans les États-Unis. Bien sûr qu'on a beaucoup moins de force pour la raison que je viens de dire, parce qu'on a été naïf pendant 70 ans, et puis qu'on a passé notre vie à s'acheter des glaces plutôt qu'à s'acheter des armes. Bon, ben voilà. Voilà ce qui nous arrive maintenant. Mais culturellement, ça se passe pas comme ça. Hein. Culturellement, c'est nous. Hein. Oui, mais nous ne serons pas un empire. Alors, non, mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons plus être un empire. Alors, je reviens à ce que vous avez dit sur les boucs émissaires. Il me semble que vous renversez les choses, parce que vous dites nous considérons les populations immigrées comme des boucs émissaires. Alors, autrement dit, vous pensez que, en fait, ce que nous voulons, c'est une dictature, et pour pouvoir la mettre en place, nous créons un bouc émissaire. Moi, je pense pas que les choses se passent comme ça. Je pense que nous avons un vrai problème avec l'immigration. Et vous avez dit avec l'immigration musulmane, et c'est vrai. Je pense que nous avons un vrai problème. Le problème, ça commence par le terrorisme. Enfin, on est aujourd'hui à l'anniversaire du Bataclan. Ça existe quand même. Bon, donc je pense que c'est quand même difficile de pas en parler. Vous savez, je suis en train de travailler pour un livre qui va paraître en janvier, de finir de corriger les épreuves, qui est une comparaison avec l'époque d'Augustin. Hein. Et il se passe en fait des phénomènes très très voisins, c'est-à-dire que à l'époque d'Augustin, donc on est en 400 après Jésus-Christ, à peu près autour de 400. Vous avez un empire conquête, l'empire romain, qui a conquis toutes les terres alentours et le monde entier de l'époque, enfin ce qu'on connaissait du monde de l'époque, et puis qui, lorsque la conquête s'essouffle, parce que ça s'essouffle toujours, parce qu'en plus, un empire, c'est toujours, c'est la démesure, c'est l'hubris, c'est l'excès, c'est la violence, c'est terrifiant, quoi. Donc, quand ça s'effondre à l'intérieur de soi et ça devient un empire refuge. C'est-à-dire que vous avez toutes les grandeurs, toutes les beautés, tous les conforts de l'empire qui attirent les populations auparavant colonisées, qui se précipitent vers l'empire devenu faible et qui, en fait, s'y installent. Et l'empire, comme il est devenu faible, ne les repousse pas. Et en plus, il y voit son avantage parce qu'il n'a plus de natalité, tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, ces populations s'installent et finalement, elles vont manger l'empire de l'intérieur. C'est pour ça qu'à la fin du 5e siècle, l'empire romain va s'effondrer. C'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Je ne pense pas qu'on est en train de créer des boucs émissaires, non. Je trouve que le débat public est très loin d'être serein. Et là, alors, il y a deux choses. Il y a le terrorisme islamiste, qui est une chose. Ouais. Et vous l'avez rappelé, nous sommes à quelques jours du souvenir du Bataclan. Et ça, c'est une chose, qui est un fait politique, à combattre, à dénoncer, évidemment. Et il y a les musulmans. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord. J'aimerais revenir sur un thème d'actualité avec la publicité d'American Eagle qui vantait les gènes des yeux bleus et qui a été perçu comme un de ces signaux inquiétants qui annoncerait le retour de thèmes comme ici l'eugénisme, mais encore la virilité politique, le culte du chef ou le militarisme. Chantal Delsol, selon vous, comment discerner ce qui relève d'un avertissement légitime de ce qui tient à un emballement médiatique ou numérique ? Là vous signalez, je dirais,
quelque chose qui émerge d'une forme de pensée, je dirais presque de pensée foldingue. Hein. Je dirais de pensée extrémiste, ce qui se passe autour, notamment, parce que vous parlez des gens de la Silicon Valley qui sont autour de Trump, ce qui se passe à cet endroit-là, c'est que vous avez toutes sortes d'extrémismes. Alors vous avez un extrémisme antidémocratique, un extrémisme apocalyptique, un extrémisme technocratique, vous avez toutes sortes de choses, et donc ça finit par être n'importe quoi, parce qu'à mon avis, il y a une pensée, enfin je dirais qu'il y a une pensée faible. Donc forcément, ça favorise toutes sortes de ce qu'on peut appeler des n'importe quoi. Alors qu'il y ait ce genre de choses, oui, c'est très possible. Je ne sais pas si je m'alarmerais excessivement, mais en revanche, ce que je trouve alarmant, c'est la pensée technocratique elle-même. Ah, vous avez beaucoup écrit là-dessus, parce que la pensée technocratique, c'est du despotisme, hein. C'est-à-dire, c'est un retournement complet contre notre culture locale, enfin locale, je dirais européenne, selon laquelle nous croyons, c'est une croyance, hein, c'est pas une certitude scientifique, nous croyons que l'individu est libre et responsable et autonome. Il peut penser par lui-même. Il n'est pas un enfant de l'État, hein. Notre gouvernement, c'est pas le père et la mère du peuple, hein. C'est pas notre gouvernement qui pense, c'est nous qui obéissons. Ça se passe pas comme ça. Nous sommes capables de penser, comme nous sommes capables de choisir notre conjoint et d'éduquer nos enfants, nous sommes aussi capables de choisir nos gouvernants. C'est ça. On croit à ça ici, hein. Et donc, la technocratie, c'est vraiment un retournement complet, un retour, je dirais, à Platon, hein, aux sages de Platon qui pensent pour les autres. Et ça, je trouve que c'est terrifiant, et ça peut donner ce genre de pensée foldingue dont vous avez parlé tout à l'heure. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Alors, sur la campagne de Jean, là, et puis plus généralement, sur la question signophobe, signophore, c'est une très bonne question qui est, moi, que je trouve un tout petit peu indétricotable. Pourquoi ? Parce que, en tout cas, dans Cyberpunk, c'est quelque chose que j'essaie de développer, c'est qu'aujourd'hui, mais même nos démocraties sont devenues des dictatures du flux permanent. C'est le vacarme permanent. On a du bruit du matin au soir, qui empêche d'ailleurs la pensée. La pensée, c'est le silence, c'est la distance, c'est le temps long. Or, aujourd'hui, ces technologies-là, c'est pour ça que je parle de technologie de masse, que Trump manipule de façon organique et quasi parfaite, c'est que vous allez avoir, quand il vient d'arriver, que ce soit cette campagne ou tout un tas d'autres contenus qu'il a pu d'ailleurs comme ça déverser, c'est qu'on avait 3, 4, 5 contenus à un moment donné par jour. Et que nous n'avions plus le temps du tout de tout traiter. Et que l'autre double contrainte dans laquelle très vite la presse, je ne parle pas des médias en général, mais la presse, qui est vraiment la presse écrite, c'est-à-dire celle de l'écriture, donc des mots, donc d'un temps plus lent, s'est retrouvée dans une double contrainte. Parce que soit, en fait, vous ne traitiez pas l'information qui nous donnait, enfin l'information, le contenu, d'ailleurs ce n'était plus d'ailleurs exactement de l'information, c'était du content, du contenu, puisque Trump communique quasi exclusivement sur les réseaux sociaux, hein. Donc soit vous ne le traitiez pas et vous passiez à côté potentiellement d'une actualité de la première puissance du monde, soit vous le traitiez et on le traite, et en fait, vous participez à le blanchir. C'est-à-dire que ça devient une caisse de résonance supplémentaire. Et donc, en fait, on est systématiquement pris au piège de ces communications et de ce mode de gouvernement que moi, je trouve très toxique. Donc, c'est ça le problème. Et donc, cette campagne-là que vous évoquez, je crois qu'elle est sortie cet été. Il me semble fin août, quelque chose comme ça, en août. Aujourd'hui, là, on est en novembre. Vous vous rendez compte de tout le flux qu'il y a eu entre-temps ? Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été communiqué, tout ce qui a été créé, tout ce qui a circulé. La campagne que vous évoquez, c'est déjà la préhistoire. Et elle a 3 mois. Donc, cette dictature du flux, en fait, ce que j'appelle la dictature du flux, c'est une démocratie qui est toujours là, dans ses institutions, dans son cadre, et qui est évidée en permanence. Les réseaux sociaux participent de ça. La polarisation, c'est précisément ça. L'impossibilité de créer un espace commun où on va venir dialoguer. On n'est peut-être pas d'accord, mais on dialogue. On essaie de voir si on peut se mettre d'accord sur quelques points communs, s'il y a une possibilité encore de continuer ensemble, c'est-à-dire de construire un commun, une possibilité de faire nation
qui ne doit surtout pas être un gros mot. Et donc, c'est ça, en fait, ce que font ces technos-là. Ce n'est même plus une question de signaux faibles ou de signaux forts, c'est que tout devient signal faible, c'est-à-dire tout est flux. Le problème, c'est que ce faisant, il y a une banalisation. C'est-à-dire, tout est banal. On consomme, on est des junkies du content, du flux, de la notification, de la dernière news, de la viralité. Tiens, ça c'est le phénomène du moment, c'est la trend du moment, et ben on va aller partager, commenter, et puis 2 secondes après on sera passé à autre chose. Et donc le principal problème de ça, c'est que nous n'avons plus de citoyens, on a des consommateurs qui sont seuls face à leur écran, et donc ce sont des atomes dans la masse. Et aujourd'hui, nous sommes en train de reconstituer des masses atomisées. Et si ça, Oui, c'est pas une autoroute vers quelque chose qui ne sent pas très bon, Ouais, mais je suis d'accord. je ne sais plus ce que c'est. Ouais, je suis d'accord. Et ça ne risque que de s'accélérer parce que on est en train avec l'IA, par exemple, ou avec l'éducation qui ne fonctionne plus ici. Enfin, là, je parle de la France, mais on est en train de constituer une toute petite élite minuscule qui sera, elle, magnifique. Comme dans certains pays, il y a 50 ans, vous aviez, comme en Russie, une toute petite élite qui parle je ne sais pas combien de langues, qui est parfaite. L'élite cognitive. L'élite cognitive. Et puis vous avez un immense peuple complètement analphabète. Mais ça, c'est une vraie crainte. C'est une crainte. Et là où ça devient de la politique publique, c'est que quand je vois l'état parce que c'est un peu le truc tarte à la crème, moi je ne conclus jamais là-dessus, c'est l'école. C'est un peu quand on n'a plus rien à dire. Et en même temps, nous n'avons aujourd'hui pas du tout de politique publique qui soit cohérente et robuste. C'est-à-dire que si on veut préparer le futur. Tout à l'heure, vous aviez évoqué un point que je trouve moi très intéressant et auquel je souscris en réalité, mais que je trouve très mis en danger en tout cas. Je disais, l'Europe est soluble dans les États-Unis. Et vous aviez, à juste titre, réagi en disant, mais non, l'Europe, en tout cas une certaine Europe, garde une identité. On se sent européen. Quand on est en Europe, moi j'ai des étudiants qui sont suédois, italiens, espagnols, français bien sûr, allemands. Et quand je leur pose la question, est-ce que vous vous sentez européen ? Tous me disent oui. Il y a quelque chose d'irréductible et de singulier. Le problème, c'est que nous n'avons pas du tout construit une Europe politique, on a construit une Europe des marchés. Nous n'avons pas aujourd'hui une scène européenne des idées, nous n'avons pas de leader d'opinion des idées. C'est-à-dire que systématiquement, on retombe à des échelles nationales. Quand on parle de grandes idées, le pan-européanisme, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc on s'est complètement, je pense, loupé là-dessus. Ce qu'on est en train de payer d'ailleurs aujourd'hui. Et là où vous avez aussi raison, quand vous parliez du courage, je le transposerai sur l'action de la puissance. L'Europe puissance est resté un discours sur la puissance. Bien sûr. Hélas. Et le problème de ces technologies-là, qui sont aujourd'hui des milieux de pouvoir, qui ne sont pas simplement des outils, c'est qu'ils sont aujourd'hui américains ou chinois, TikTok, etc. Donc, mettons que dans notre Europe à nous, ce qu'on utilise essentiellement, ce sont des outils chinois plus à la marge des outils chinois. Les outils américains, aujourd'hui, véhiculent des valeurs et des visions du monde, des biais. Il y a une visibilisation, une construction des savoirs. Les IA génératives, aujourd'hui, ce sont des médiateurs de pensée. Elles virusent le langage. Elles vous donnent du prêt-à-penser en permanence. Et le problème, mais on le voit aussi sur les réseaux sociaux, c'est que ce sont des frameworks, ce sont des canevas dans lesquels il faut se mouler. 140 caractères. La photo Instagram qui doit être dans le bon cadre, dans le bon format. Donc c'est du formatage, c'est une uniformisation. On homogénéise la pensée et le cadre de pensée. C'est ça que font aujourd'hui les technologies. Donc certes, il y a une singularité européenne et qu'il nous faut défendre et que nous ne pourrons défendre que par le réel. Puisque là, on s'exprime dans le virtuel, il est aujourd'hui, si vous voulez, complètement homogène. Homogène. Vous vous exprimez dans le cadre. C'est très difficile aujourd'hui de s'exprimer hors du cadre. Oui, enfin, on peut dire qu'en même temps, dans toute culture, c'est comme ça. Vous vous exprimez toujours à partir d'un certain nombre de lettres de l'alphabet qui sont les mêmes pour tout le monde, à partir d'une certaine culture, d'une certaine, voire tradition. Oui, sauf que l'alphabet n'appartenait pas à un mégalomane. Manière de penser. Oui, bon. Ben oui, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, la fabrication des savoirs passe notamment par des infrastructures cognitives privées. Ce qui est aujourd'hui en expérimentation aux États-Unis,
Il y a eu l'autorisation de la FDA, ce sont les implants cérébraux de Elon Musk qui sont en expérimentation sur des humains. Alors avec des résultats pour l'instant encore variables. Nous en sommes là. C'est-à-dire que demain, on peut donc se faire implanter des implants. Ah oui, non, mais c'est bien sûr. Et c'est toujours d'ailleurs la même histoire. Ça commence toujours par une promesse thérapeutique pour à la fin dériver vers quelque chose de beaucoup plus problématique. Ah, mais ça, je suis d'accord. Et là où vous avez raison aussi, vous l'avez pointé, c'est la question des... Ce n'est même plus une question d'inégalité. Ce sont des sociétés à deux castes. Les très riches qui deviennent des élites cognitives, puisqu'elles auront accès à ça, puis le reste du monde, où tout ça va devenir très cher, parce que privé, donc il y a des modèles économiques donc qu'il faudra acheter, et qui en fait doublera la fracture sociale d'une fracture cognitive. Je crains qu'on se dirige vers ça. Oui, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que, parce que là je m'aperçois, il y a une clarification que j'aurais dû faire d'emblée, que je n'ai pas faite, mais qui est que la technocritique n'est pas la technophobie. Moi, je ne suis pas du tout réfractaire à ce qu'on ait du progrès technologique, à ce qu'on ait des merveilleuses intelligences artificielles ou des systèmes qui nous aident à faire progresser la science, la connaissance, la médecine, la connaissance de l'univers. Ce serait tellement génial. Sauf que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que les IA dites mainstream sont aujourd'hui des entreprises privées qui nous font quoi? Du ludique, du divertissement, de l'information à la marge. Et donc, avec des agendas idéologiques qui peuvent être problématiques parfois. Donc, c'est très important, je crois, en tout cas sur mes propos à moi, de faire la distinction entre ce n'est pas la technique qui est problématique, c'est sa privatisation. Moi, j'ai un énorme sujet sur la question de la gouvernance de ces outils-là et de ces dispositifs de pouvoir. Non, mais je suis pas d'accord. Je pense pas que le clivage soit entre privatisation et publicisation. Je pense pas qu'une entreprise publique soit forcément meilleure qu'une entreprise privée. En France, la plupart des enseignants des écoles publiques défendent le public et mettent leurs enfants dans le privé parce qu'ils savent que ça marche bien mieux. Je suis pas sûr que les choses soient comme ça. Je pense pas que le clivage est là. C'est pas tellement public que collectif, c'est-à-dire qu'on a un droit de regard sur ce qui se passe. Ce sont quand même des infras. Mais vous croyez qu'avec le public, on a un droit de regard sur le public? A priori, vous avez un droit de regard sur les radios publiques qui déversent des messages complètement idéologiques et sur lesquels on ne peut rien. Oui, mais aujourd'hui, tout est idéologie. Donc, oui, en réalité, j'ai presque envie de vous dire, on est même dans une époque tout à fait postmoderne où il n'y en a plus d'idéologie. En principe, le public ne devrait pas... vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai pas une confiance. Oui, mais dans le public, il y a quand même des mécanismes, d'un point de vue théorique, démocratique, de les élections, les débats à l'Assemblée sur les budgets, avec des représentants dits du peuple, quand même. Alors, certes, ça ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Oui. Mais la promesse démocratique, c'était quand même celle-ci, qu'à un moment donné, les citoyens aient droit de regard. Vous l'aviez dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des enfants qui obéissons. Et en effet, il y a une infantilisation, soit technique, technologique même, soit politique, qui, en effet, aujourd'hui... Et je me demande, en guise d'ailleurs d'espoir, précisément parce qu'il y a quelque chose d'irréductible dans l'humain, quoi qu'on en dise, que l'asservissement, à un moment donné, arrive à ses limites, c'est qu'on n'est pas, à un moment donné, une espèce de backlash, de retour de manivelle avec une espèce de ras-le-bol généralisé sur les écrans, la non-représentation. Tout ça, quand même, fonctionne d'une dynamique ou d'une accélération, d'un emballement du monde dont je ne connais pas du tout l'issue, dont les citoyens semblent être complètement absents. Tout se joue entre grands systèmes, entre grands blocs. Oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce que ce n'est pas tenable. Ce n'est pas tenable. Oui, on ne sait pas comment ça va peut-être mal tourner, en effet. Ça va peut-être mal tourner. On ne sait pas comment, mais... Et toutes deux, vous constatez un véritable durcissement politique, bien que Chantal Delsol, vous soulignez que la force est importante dans le cadre des relations internationales. Mais dans ce contexte, comment est-ce qu'on rend désirable et efficace une culture du compromis, du dialogue et du respect international face à la tentation d'une politique de la force? Mais là, vous êtes en train de parler de morale à propos de politique. Alors évidemment, la morale doit être partout. On ne peut pas imaginer un seul lieu personnel et social sans morale. Il doit y avoir de la morale dans l'économie, dans la politique, partout, dans les relations. Mais vous ne pouvez pas partir de la morale pour faire de la politique. La vie, c'est ce qu'on a trop fait en Occident, en partant du principe que toute la politique devait commencer par être morale. Non, ça ne marche pas comme ça. La politique internationale, c'est une politique de la force. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de la morale dedans. Et il faut essayer le plus possible, mais
Je ne pense pas que la question se pose comme ça. Il faut d'abord savoir comment on peut répondre à la force par la force, et de façon, bien sûr, en plus morale, mais il faut d'abord répondre à la force par la force. D'ailleurs, on est en train de le faire. Moi, je suis quand même très étonnée de voir que l'Allemagne, le pays le plus pacifiste de l'Europe, pour des raisons historiques bien compréhensibles, en l'espace de 6 mois, a décidé d'être la première force militaire, en voyant ce qui se passe avec Poutine. Donc, si vous voulez, j'étais assez rassurée de voir ça, parce que ça signifie quand même on est capable aussi d'être réaliste. Je pense qu'il faut d'abord être réaliste. Et puis, je pense que malheureusement, c'est peut-être malheureux, mais la morale vient après. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais... En termes de réel politique, oui. Enfin, il y a un réalisme... En tout cas, c'est le retour du discours des hommes forts, et c'est la mise en délicatesse de toutes les possibilités de multilatéralisme. Ça me semble aujourd'hui assez évident. Ce qui est intéressant, c'est de voir qui aujourd'hui porte le discours du multilatéralisme, c'est de la coordination internationale, etc. C'est intéressant. C'est l'Europe. Bon, on continue, mais parce que nous n'avons pas le choix aussi. Nous avons besoin de ces espaces-là pour faire entendre possiblement une voix. Tout seul, notre rapport de force est particulièrement asymétrique. Le rapport de force, mais même transactionnel avec... Mais on n'a qu'à développer notre force. La force suppose du courage. Nous pourrions. C'est ce que je dis depuis le début. Nous pourrions, à condition d'avoir du courage. Nous pourrions. Le courage suppose d'assumer ensuite les renoncements et les conséquences. Exactement. Exact. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt, il semblerait, je suis d'accord, à activer ce rapport de force. On pourrait très bien interdire, par exemple, dans les deals commerciaux là, de cet été de 15%, qui étaient qui ne faisaient en tout cas pas les affaires de la France pour le moins, on aurait pu négocier autrement, ou nous aurions pu continuer toutes nos enquêtes contre les géants technologiques sur les bidouillages algorithmiques, nous aurions pu mettre en place notre mesure de coercition, le bazooka, à échelle européenne, nous aurions pu faire des choses. Bon, on préfère aujourd'hui temporiser. Après, sur la question du multilatéralisme, ce qui est intéressant, je disais, de voir, c'est qui porte aujourd'hui le discours, et c'est la Chine. En contrepoint des États-Unis, justement, en contre-modèle dans cette recomposition géopolitique, c'est la Chine qui le porte. Alors, et tout de suite, il faut mettre en contexte ce que je dis. Elle le porte comme cosmétique. C'est un discours. Je ne crois pas du tout que la Chine soit réellement dans un amour du multilatéralisme. Simplement, elle a compris que depuis que Trump est là, et toutes ces attaques contre l'ONU, l'OCDE, enfin tout ce qui pourrait permettre une réflexion, disons, collective sur des enjeux qui vont être globaux. La question du climat, la question des inégalités, la question des inégalités nord-sud, j'entends essentiellement. La question technologique, ce sont des enjeux aujourd'hui qui sont globaux, qu'on ne peut pas gérer à échelle nationale. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc nous avons besoin, d'une façon ou d'une autre, de nous parler. Ou alors c'est la guerre de tous contre tous, en effet, et c'est peut-être un des chemins possibles. Et donc Trump, quand il arrive, va avoir ce discours du quant à moi, du quant à soi. C'est l'Empire américain, et donc tout doit être une espèce de mercantilisme modernisé, tout tourne autour des États-Unis, et avec un mépris extrêmement, visible vis-à-vis de ces instances-là. Donc, la Chine comprend son coup à jouer et donc porte la rhétorique du multilatéralisme. Nous sommes l'empire ou la nation qui va fluidifier les discussions, les négociations, etc. Tout ça, c'est de la rhétorique. Mais c'est intéressant de voir que la question de la coopération devient un instrument ou un discours du pouvoir. Plus que sa pratique, d'ailleurs. On a beaucoup parlé de l'échelle internationale, mais qu'en est-il du niveau national ? Chantal Delsol, comment faire pour restaurer le dialogue en France face à cet autoritarisme ambiant ? Comment faire peuple ? Il n'y a pas de recette. il y a du commun quand il y a des projets communs. Et actuellement, il faut bien dire quand même que, au niveau français, vous parlez de la France, là, il y a une espèce de désarroi. De la perte, de la chute, toutes sortes de choses. La perte de l'aura, mais ça c'est déjà vieux. De Gaulle avait eu le mérite de redonner le moral. Je ne sais même pas s'il avait redressé les choses, il avait redonné du moral. Mais bon, ça a été un éclair.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est tellement aimé. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un sentiment de chute depuis déjà la Deuxième Guerre. Donc, c'est difficile de retrouver du commun dans ces conditions parce qu'on est encore dans le complexe du pays autrefois grand qui ne l'est plus. Il faut qu'on réapprenne à être autrement que grand parce qu'effectivement, on n'est plus grand. Il n'y a plus des tas de pays qui parlent français couramment. Maintenant, il faut parler anglais. Oui, on n'a pas encore pris le pli. Hein. On n'apprend pas encore à nos enfants à parler anglais convenablement. Donc, ce qui prouve bien qu'on n'a pas encore pris le pli. Je pense qu'il faut qu'on retrouve des projets communs qui correspondent à ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ça, on n'a pas encore pris conscience et on n'a pas encore accepté. Donc, c'est un peu compliqué de répondre à votre question. Est-ce que vous voulez réagir à ce sujet ? Comment faire nation ? Ce sont des questions difficiles quand elles sont posées comme ça, parce qu'il n'y a pas de solution unique, facile, magique, rapide. Ça n'est pas possible. Une nation se construit sur des siècles, des millénaires, pourquoi pas. Et donc, ce sont des strates, ce sont des vagues, ce sont des moments, ce sont des époques. Donc, ça n'a pas... je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens de le poser comme ça, mais ce qui est vrai pour notre époque, c'est de voir que nous n'avons aujourd'hui pas de projection. On ne se projette plus. C'est une panne. On est un peu en panne de vision, en panne d'envie. C'est comme... On est flottant à l'état un peu gazeux. Et c'est ça, en fait, qui, je crois, participe aussi du délitement, de l'absence aussi de la fraternité, disait la Boétie, être frère. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Mais être frère, ça veut dire se tenir la main, mais pour aller ensemble vers quelque part. Or, aujourd'hui, chacun regarde dans une vision différente sur son petit combat, sa petite rhétorique, son petit calcul politicien ou idéologue ou je ne sais quoi. Donc, en fait, on a une espèce de fragmentation du tissu parce que c'est du quant à soi en permanence, qui est d'ailleurs une espèce de conséquence assez directe de la façon dont on consomme, dont on performe, etc. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que je dis. Mais appliqué à une échelle, disons politique ou nationale, ça devient, oui, en effet, très compliqué. Et qui reboucle d'ailleurs avec notre discussion de tout à l'heure. Donc, faire nation, c'est à un moment donné être, je crois, un peu plus paisible, un peu plus en paix, avec soi-même, avec ses concitoyens, se tenir réellement par la main pour regarder ensemble dans une même direction. Et cette direction-là, personne ne l'envisage ou ne la dessine. Et c'est en ce sens qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de grands hommes d'État. Nous n'en avons pas. Et ce qui expliquerait d'ailleurs peut-être ces jeunes qui rêvent d'un homme fort. Oui, bien sûr. Et tout ça fait système. Bien sûr. Enfin, c'est particulièrement vrai en France, dans un pays qui est quand même gouverné de façon, entre guillemets, despotique, hein, très, très, très centralisé. Et dans ces pays-là, on attend toujours un homme fort. C'est assez classique. Par tropisme. Eh bien, merci beaucoup pour ce débat. Non, c'était très agréable. Et vive le futur. Vive le futur. Qui reste à imaginer.